il n'y a pas de repos. Le repos, il n'existe pas. Et même quand on dort, on se lève, on dit « Ah, j'ai pensé un truc !» Et c'est ça aussi qui fait que c'est des métiers passionnants et que c'est pas vraiment des métiers. En même temps, on travaille tout le temps et puis on travaille jamais. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Comme moi, Andy est passionné par les métiers créatifs et il se démène depuis des années, notamment avec son podcast, pour aider les créatifs à trouver et à développer ce qu'il appelle the sweet spot, c'est-à-dire l'équilibre parfait entre travail épanouissant et business florissant. Pour lui, aucune raison que les créatifs gagnent moins bien leur vie que les autres. Et pour ça, il étudie et partage les tactiques et les stratégies qu'il a découvertes au fur et à mesure de son parcours et qui ont fonctionné pour lui et bien d'autres. Mais n'espérez pas des recettes toutes faites ou miraculeuses. Andy est plutôt du genre big picture à base de grandes idées philosophiques un petit peu faux-folles. Il aime parler de la quête du héros et voit le travail des créatifs comme le plus grand voyage initiatique qu'un artiste puisse entreprendre. Il s'agit de découvrir son don et puis de le donner généreusement aux autres. Et si tout cela vous paraît trop sérieux, rassurez-vous, Andy est une pile sur pattes qui s'excite dans tous les sens et qui vous parlera autant de Zelda, de pizza que des Tortues Ninja. Tout un programme. Bref, si vous recherchez un podcast pour vous inspirer, n'hésitez plus, écoutez Creative Pep Talk. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'aimerais vous dire merci. Merci à vous tous pour votre enthousiasme, vos partages, vos messages et vos encouragements suite à la sortie des 2 premiers épisodes de ce podcast. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci encore. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Edith Valeron. Edith est directrice artistique pour le magazine Le Particulier, qui fait partie du Figaro. Et j'ai déjà eu le plaisir de collaborer à plusieurs reprises avec elle. Sa passion, son expérience et sa bonne humeur communicative m'ont poussé à aller lui poser quelques petites questions sur son métier. Si les 2 précédentes interviews se focalisaient sur le métier d'illustrateur, aujourd'hui, c'est à la personne de l'autre côté de la commande que je m'intéresse. Habituellement plus effacés que les illustrateurs, ce sont pourtant les directeurs et les directrices artistiques qui décident de qui est publié ou non. Elle fait partie de ce que je surnomme, entre guillemets, les gardiens des clés. Ceux qui ont le pouvoir de vous faire connaître et vous faire travailler, ou qui au contraire vous font patienter jusqu'à ce que vous soyez prêt. Heureusement pour vous, Edith est une gardienne sympa et j'ai réussi à lui poser quelques questions afin de vous dévoiler quelques-unes de ses précieuses clés. Alors, comment ça marche ? Comment fait-on pour se faire repérer et démarcher une rédaction ? Quelles sont les qualités à développer pour travailler dans la presse ? Quels sont les facteurs de sélection pour être choisi ? Quelle est la réalité d'un directeur ou d'une directrice artistique travaillant pour la presse ? Sans plus attendre, voici mon interview avec Edith Valeron. Bonne écoute. Allez hop. Merci Edith d'être présent sur ce podcast. Ça me fait super plaisir d'être présent avec toi aujourd'hui. Notamment que c'est pas tous les jours que je peux interviewer une directrice artistique. Habituellement, on s'intéresse plus aux artistes, aux illustrateurs, aux photographes. Mais on oublie la personne qui est de l'autre côté de la commande, à savoir le ou la directrice artistique. Donc, merci Edith d'être aujourd'hui présent avec moi. Bah de rien, c'est un plaisir. Alors, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin ? Oh là c'est vraiment... on va parler quand même un peu de travail. Complètement. Mais ça, c'est ma première question que je pose à tout le monde. Ce qui me motive à sortir du lit le matin, c'est assez compliqué parce que j'ai pas du tout envie de sortir du lit le matin, surtout en ce moment, c'est l'hiver, il fait froid. Après, des tas de choses, la vie, évidemment. Pas particulièrement le travail, tout, comme tout le monde. Ouais. C'est trop marrant parce que quand je pose cette question, les gens, ils ont des réponses complètement différentes. Mais allons-y, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, habituellement, comment est-ce que tu expliques ce que tu fais ? Alors, souvent, les gens connaissent pas du tout ce type de métier. De toute façon, on nous prend un peu pour des oiseaux. C'est pareil que illustrateur, dès que tu es dans un métier artistique, en gros, tu travailles pas. Donc, je dis que je travaille dans un magazine et que je m'amuse à faire travailler des illustrateurs, ce qui est pas totalement faux. C'est vrai. Oui, c'est le côté plaisant du travail. Après, en réalité, il y a plein de choses beaucoup moins amusantes, mais le vrai plaisir, moi, que j'ai dans ce boulot-là, et la chance que j'ai, c'est de pouvoir travailler avec des illustrateurs, parce que je suis beaucoup plus dessin que photo. Et voilà, c'est un peu ce que j'explique aux gens, à mes enfants aussi, quand ils me demandent, parce que sinon ils comprennent pas. Ils doivent trouver ça trop fun, tes enfants, non ? Non.
Désolé. Non, ils pensent que je fais pas grand-chose et que je suis pénible de dire que je suis fatiguée le soir parce que c'est pas très difficile de regarder des dessins toute la journée. Oh là là. Moi, il y a une Ce qui petite. est vrai. Oui, mais c'est du vrai travail et on va en parler. Moi, je me souviens d'une petite fille qui m'a dit il y a quelques années, Jérémy, il fait du coloriage. C'est pas un vrai métier. Oui. Et c'est vrai qu'il y a parfois cette compréhension du métier d'illustrateur ou des métiers de l'image, etc., où tu vis de ta passion, donc c'est pas un vrai métier, quoi. Et c'est un peu dommage, quoi. Alors directeur artistique, c'est pire parce que en plus c'est même pas toi qui fais. Mais justement. Mais ouais, grave. Mais comment t'es arrivé du coup à devenir directrice artistique, quoi? Il y avait quoi avant le particulier ou qu'est-ce qui fait dans ton arrière-plan personnel qui a fait que t'es arrivé c'est là? plein de choses évidemment. J'ai jamais pensé. Je pense qu'il y a des gens qui savent ça dès très jeunes. Moi, j'ai jamais pensé que je ferais ça plus tard. Même là, je suis un peu étonnée de faire ça. C'est vrai? Oui, mais c'est vrai que j'ai toujours eu le goût de l'image. Okay. Ça, depuis toute petite, tout ce qui est l'image, aussi bien animée que fixe, j'ai toujours adoré ça. Moi, j'aime l'illustration. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui aimait beaucoup les livres. Donc, j'avais des tonnes de livres. Tu vois, on parlait de Ungerer qui est décédé là. Ouais. Bah voilà, Ungerer, moi j'ai grandi avec tous les illustrateurs qui peuvent exister, de Topor justement, enfin des choses underground et puis des choses beaucoup plus classiques. Et donc tout ça, ça a nourri mon enfance. Ensuite, j'ai fait des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir, mais qui étaient plus dans le multimédia, donc dans de l'image aussi. Et puis je me suis retrouvée un peu par hasard dans la presse, c'est vrai. Ah oui? Mais ouais. Attends, mais t'as fait des études de quoi pour Alors j'ai fait des études au tout début de japonais, c'est-à-dire autant dire rien. Ah ouais? Trop fort. Et d'informatique, Okay. ça allait ensemble. Ouais. L'informatique m'intéressait quand même plus que le japonais. Enfin, je pense que j'étais meilleure en informatique qu'en japonais. et ensuite, je me suis orientée vers l'édition, mais mon envie à l'époque, c'était de faire du multimédia. Sauf qu'il n'y avait pas encore de formation multimédia parce que je suis une vieille chose. Donc, je me suis dit, je vais faire de l'édition parce que comme ça, il y a pas mal de choses qui sont traitées qui vont être utiles dans le multimédia. C'était ce que j'avais trouvé de plus proche. Et puis, une fois que je suis sortie de mes études d'édition, là, j'ai fait mon propre boulot de multimédia et je travaillais dans l'internet, mais à l'époque c'était très balbutiant, donc j'étais la seule fille, ce qui fait que j'étais un peu une star, c'était bien. Ah ouais, trop bien. Et après la vie a fait que j'ai fait d'autres choses, j'ai donné des cours, j'ai tout ça. Et le directrice artistique, du coup? Là c'est parce que dans la presse je suis montée petit à petit. Je suis passée maquettiste, première maquettiste, chef de studio, voilà. D'accord. Et concrètement, du coup, le métier de directrice artistique, ça consiste en quoi? Alors, je pense que c'est très différent d'un magazine à un autre. J'ai beaucoup de mal à définir mon métier parce que je me dis que ça intéresse pas grand monde. Enfin, oui, le définir exactement. En gros, mon métier, c'est de faire en sorte que une information dans un magazine, parce que je travaille dans un magazine, c'est pas comme directeur artistique dans la pub, qu'une information pour le grand public devienne lisible et claire. On ne peut pas présenter l'information comme des rapports d'activité. Nous, on reçoit des textes bruts, et puis on doit faire en sorte de mettre ça dans un magazine et que ce magazine, les gens aient plaisir à le feuilleter et veuillent l'acheter. Nous, on doit impulser l'achat. Le métier de directeur artistique, c'est ce métier-là qui essaye de combiner différents éléments, le texte, l'image, et de trouver la meilleure façon de le mettre en scène de façon à ce que ça donne envie de lire à un lecteur. Ouais. Du coup, selon toi, quelle est la valeur ajoutée d'une illustration? Si je travaillais dans la mode, évidemment, je pense que la photo m'intéresserait plus parce que le décor n'est pas le même. Mais moi, je travaille dans de la presse plutôt économique ou juridique, de la santé aussi. Là, la belle photo, c'est pas forcément. On est content quand quelque chose est beau, mais c'est pas ça qui est le vecteur le plus important. Moi, ce que je veux, c'est que ça raconte quelque chose, qu'on rentre dans un sujet qui, en plus, nous, dans les sujets qu'on traite qui sont un peu complexes, qu'on rentre dans un sujet complexe en passant par une image qui soit un peu plus douce, plus attirante, qui vulgarise le sujet. Oui, qui va vulgariser le sujet, qui va permettre de rentrer plus facilement que par un titre qui est souvent un peu sec et qui est souvent technique.
Donc tu les lis tous les articles? À vrai dire, pas tous. Ça restera entre nous. Oui, non, je les lis pas tous parce que on fait souvent la même chose, donc il y en a que je connais par cœur. Je les lis plus, mais oui, pour certains articles, oui, il faut les lire, tout du moins savoir ce qu'il y a dedans. Même si je ne les lis pas, on a toujours des conférences avant et des réunions où on va parler de ce qu'on veut raconter, de ce qu'on veut, où on veut amener le lecteur. Donc même si je lis pas précisément l'article, je sais quand même de quoi il parle. C'est sûr. Et j'en ai discuté avec l'auteur. Oui, voilà. Ouais. Tu synthétises en fait. Ouais. La directrice artistique dont je te parlais tout à l'heure, Sujin Bodzali, là, qui bosse pour plein de sponsors, elle dit que elle va aux réunions de rédaction et qu'elle prend plein de notes, mais qu'elle dit d'elle-même, elle dit moi je comprends pas les articles, c'est beaucoup trop complexe pour moi, et elle essaie vraiment de synthétiser, de sortir des mots clés, etc. pour les communiquer à l'illustrateur. Et c'est vrai que c'est des sujets parfois très très complexes qu'on nous demande d'illustrer, quoi. Mais une question que j'avais vraiment envie de te poser. Donc ça fait plusieurs fois qu'on a travaillé ensemble. Donc non seulement c'est très agréable, mais c'est très fun de travailler avec toi. On s'envoie des gifs et tout, c'est rigolo. On sent aussi que tu as non seulement une vraie passion pour l'illustration, mais tu veux vraiment défendre ce métier, quoi. C'est un peu ce qui transparaît dans ton échange, et je me demande, ça sort d'où en fait, tu sais, ce côté défense des illustrateurs? J'ai toujours voulu défendre la veuve et l'orphelin. C'est pas que les illustrateurs. Je trouve ça très dur que les métiers artistiques soient autant dévalorisés. Moi, il se trouve que je travaille avec des illustrateurs, mais si je travaillais avec des musiciens, je pense que le problème serait le même. Ah oui. Je trouve très difficile que on considère pas que ce soit des métiers, des vrais métiers. Et puis des métiers qui demandent beaucoup de technicité. Moi, je fais souvent la relation entre le dessin, enfin les arts, pas que le dessin, la musique aussi, et les sciences. Pareil, les sciences, c'est un peu dévalorisé, mais enfin, c'est quand même mieux d'être scientifique que d'être artiste. Or, la difficulté est la même, et je trouve que la façon de le travailler est la même, c'est-à-dire qu'il y a une grande réflexion avant d'arriver à un résultat. Parfois, il n'y a même pas de résultat, il n'y a que la réflexion, et ça, c'est aussi le travail de recherche des scientifiques. Et pour moi, c'est très, très proche. Et la beauté d'un raisonnement mathématique, c'est pareil que la beauté d'une ligne, que la pureté d'une ligne. Et je trouve que c'est deux choses qui se répondent vraiment. Les mathématiques, les sciences, mais bon, plus les maths pour moi, et l'art. C'est vraiment deux choses qui m'ont toujours passionné et qui, je trouve, sont très très proches. Et on considère pas un artiste alors qu'on considère un mathématicien. C'est vrai. C'est étrange. Et ça sort d'où, selon toi? Pourquoi cette dévalorisation? Je sais pas, parce que pendant très longtemps c'était la même chose, c'est-à-dire qu'être artiste c'était très considéré. Enfin, c'était d'ailleurs les grands mathématiciens, les grands scientifiques dessinaient. Léonard de Vinci, enfin plein, et c'était ça allait de pair parce que justement il y avait la beauté du geste. Ça c'était très important, la beauté du geste. Et maintenant on a l'impression, peut-être. C'est horrible à dire, c'est un peu nul, mais c'est ce côté commercial de tout. Finalement, on ne voit pas le travail qu'il y a derrière et on se dit, est-ce que ça vaut tant? Est-ce que c'est peut-être spécifique à la France selon toi ou pas? Ben, je sais pas. Je connais pas assez les autres pays. En tout cas, en France, c'est certain. Et puis, j'ai vu ça aussi dans les études, c'est-à-dire que j'ai une fille très jeune, qui a 16 ans, mais qui l'année dernière avait décidé de faire des études d'art. Bon, j'étais pas hyper d'accord, mais... La maman directrice artistique qui veut pas que sa fille fasse de l'art. Bah, c'est-à-dire que oui, j'aurais préféré qu'elle fasse des études scientifiques, je me disais que c'était plus simple pour trouver du boulot. Mais voilà, elle s'est lancée là-dedans, pourquoi pas. Et là, j'ai vu le parcours du combattant. Il y a énormément de demandes, il y a très peu de place et c'est exigeant, c'est des études. Je pensais pas que c'était à ce point. D'ailleurs, elle a lâché. Elle y a passé une année en art appliqué. C'était vraiment difficile, c'est-à-dire qu'ils ne prennent que les meilleurs élèves parce qu'ils ont 2 fois plus d'heures de cours que tous les autres. C'est des secondes générales avec des heures et des heures de dessin, de croquis. Il fallait tous les week-ends aller voir des expos et pas que aller les regarder. Il fallait les commenter, il fallait parler de la scénographie, il fallait faire les carnets. C'était très exigeant en termes d'heures de travail, de demandes. Et elle avait beaucoup de mal en classe. Elle avait beaucoup de mal même dans les matières générales parce que elle bossait tout le temps alors que c'est pas une grosse bosseuse. Et je me disais tous ces gosses là dont on dit oh les artistes c'est des feignants ou non, c'était les meilleurs élèves qui allaient là. C'est-à-dire que j'en ai connu plein là qui voulaient faire ça avec elle et qui n'ont pas été pris parce que on disait ils tiendront pas le choc.
Ils tiendront pas le choc parce que c'est très difficile. Et d'ailleurs, même elle qui était une bosseuse, qui avait toujours été dans des bonnes classes, ils l'ont prise aussi parce qu'elle avait fait une double langue, chinois, anglais, machin. Donc ils savent que c'est des élèves qui ont l'habitude de travailler plus. Elle a pas tenu le choc. Et elle est passée là en première, et en première, c'est la première de sa classe. Alors qu'en art appliqué, elle était loin d'être la première, même dans les matières générales, en maths, en français, elle avait du mal. Alors que là, elle explose tout. Elle fait du dessin, mais beaucoup moins. Donc oui, c'est très dur d'être artiste. C'est très dur. Être musicien, c'est très dur. C'est pas valorisé. C'est très difficile. C'est des heures et des heures. On ne s'arrête jamais. C'est pas comme être commercial. Donc j'ai une grande admiration pour les artistes. Ouais. Ouais, d'où la passion pour les défendre. Mais c'est vraiment ce qui me motive, notamment pour ce podcast, cet aspect parcours du combattant dont tu parles, où je trouve intéressant que tu parles du fait que certains élèves n'étaient pas acceptés parce que on jugeait en amont, bon alors basé sur quoi je sais pas, mais qu'ils pourraient pas amortir le choc. Et c'est vrai que le métier que je fais, je me verrais pas faire autre chose. Tu vois, genre je suis obligé de faire ça, c'est plus fort que moi, tu vois. Et je suis prêt à vivre les difficultés liées à ça, coûte que coûte, parce que pour moi c'est plus grand que moi, tu vois. Mais ça fait rêver en fait ce type de métier. Ah, tu gagnes ta vie en dessinant, t'as de la chance. Oui, mais alors non seulement je suis acteur de ma propre chance, mais vous vous rendez pas compte peut-être du travail qu'il y a derrière. Je faisais un workshop dans mon ancienne école il y a quelques mois et je disais que si on voulait devenir illustrateur, pour devenir riche, fallait vraiment pas devenir illustrateur. Par contre, si on veut une vie passionnante, super intéressante, j'adore mon métier, tu vois. Mais pour y arriver, c'est un parcours du combattant et je pense qu'on nous prévient pas suffisamment en amont. Tu parlais du choc là. Oui, c'est pas que du plaisir. C'est pas que du plaisir. Même si c'est beaucoup de plaisir. Ouais, mais en fait, plaisir et difficulté vont de pair en fait. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose. J'ai pas une vision binaire de la chose. Pour moi, genre, c'est comme un trésor. Tu sais, c'est comme Indiana Jones. Tu sais, genre, il va à la recherche de l'arche perdue ou des trésors, etc. Et il y a plein de pièges. Et donc, au plus il y a de pièges, au plus tu sais que quelque part la récompense derrière, elle a de la valeur, quoi. Sinon, on regarderait pas Indiana Jones parce que s'il trouve le trésor tout de suite, ben au final. Il y a ça et puis il y a aussi le fait que c'est. Tu me parlais de qu'est-ce qui nous poussait à nous lever le matin, mais c'est toute ta vie. C'est-à-dire que par rapport à un autre métier qu'on va effectuer la semaine, les gens ils me disent oui, la semaine tu travailles au magazine, mais le week-end tu te reposes, tu fais plus rien. Et tu dis mais non, c'est tout le temps. Et c'est là aussi où c'est un peu comme les scientifiques, les chercheurs. La grève, elle n'existe pas parce que on est sans cesse en train d'alimenter le cerveau, les yeux, la culture. Ils me disent ah t'as de la chance, tu fais des expos tous les week-ends. Mais bien sûr, j'adore faire ça, mais c'est aussi parce que ça fait partie de mon métier. C'est pas une contrainte. J'adore aller faire des expos et découvrir des artistes et découvrir des choses, même autres que l'illustration. Mais parce que il faut se nourrir sans cesse. Et c'est pareil pour un illustrateur. Il n'y a pas de repos. Le repos, il n'existe pas. Et même quand on dort, on se lève, on dit ah, j'ai pensé un truc. Et c'est ça aussi qui fait que c'est des métiers passionnants et que c'est pas vraiment des métiers. En même temps, on travaille tout le temps et puis on travaille jamais. C'est compliqué d'expliquer ça à des gens. Que c'est un chemin de vie. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a une retraite dans ces métiers-là. Ça n'existe pas. D'ailleurs, les illustrateurs, ils prennent pas de retraite. Toute petite, il me semble. Parfois, mais enfin, ils continuent à produire. Non, t'as raison. Je pensais que tu voulais dire, est-ce qu'on touche une retraite? Oui, on en touche une toute petite, mais non, moi, je te parlais on continue en termes de dessiner, d'arrêter. Et c'est le principe, oui, faire grève. Est-ce que tu peux faire grève? C'est pas possible. Tu peux pas empêcher ton cerveau de réfléchir. Parce que c'est ça, c'est de la réflexion sans cesse. C'est pas que dessiner, c'est pas que la main. Hein. Tu peux pas empêcher tes yeux de regarder tout ce qu'il y a autour, parce que tout nourrit. Absolument. Tout, pas que les expos, même les affiches dans la rue, les voitures. On se dit ah tiens, tel truc il est passé dans tel sens, c'est marrant, j'aurais pas imaginé ça. On change de position, on regarde les choses. Et ça, c'est absolument tout le temps. Et tout ça nourrit ta réflexion et ton travail. Oui, mais ton travail, c'est ta vie. Donc c'est pour ça que tu dis que c'est indispensable, mais parce que tu vas pas tout à coup arrêter de ressentir ou de regarder. Je pense que c'est une des raisons qui m'a poussé notamment à être illustrateur, parce que j'ai un réel besoin d'être entier tout le temps, en tout temps. Je suis toujours le même. J'ai pas la casquette privée, pro. Alors dans une certaine mesure quand même, mais je sais que moi personnellement, moi je suis un peu pareil partout. Et je trouve que en tant qu'illustrateur, on peut
vivre ça. Alors c'est sûr, quand on a une commande, on est professionnel, on est diplomatique, on est poli, on est polyvalent, on est flexible, toutes ces choses, mais toutes des qualités qu'il nous faut. Mais ouais, le week-end, le matin, le soir. Hier, je me suis couché et puis je me suis levé 2 fois parce que j'avais une idée avant de me coucher, quoi. Je me lève, je griffonne dans mon carnet de croquis, je me recouche, puis hop, encore quelque chose d'autre, hop, je me relève. Ma femme me fait, qu'est-ce que tu fais? Je fais, j'ai des idées et tout. Oui, et ça, il y a que dans les métiers artistiques où on voit ça, et scientifiques. Je pense que dans les autres métiers, il y a pas ça. Les gens, ils se couchent, ils dorment. Ils pensent à leur vie privée, ils pensent à leurs enfants, ils sont pas sans cesse en train de se dire, tiens, à quoi ça va me servir ça dans mon boulot? C'est vrai. Parce que notre boulot, c'est vraiment notre vie. Ouais. Une question que beaucoup de personnes dans la profession se posent, c'est quels sont tes critères pour choisir un illustrateur ou une illustratrice? Qu'est-ce qui fait qu'on est choisi par Edith Vallerand? Non, arrête, il n'y a pas de critères précis. Il y en a un peu. Je dois avouer, évidemment, tout le monde a des goûts et des dégoûts. Alors des dégoûts quand même pas trop, mais un peu. Moi, c'est vrai que j'ai des préférences, mais comme tout le monde, il y a des choses que je trouve mieux que d'autres. Il n'y a pas un auteur que je trouve formidable et avec qui je voudrais travailler tout le temps. Après, il y a quelques petits critères. Alors, allez, vas-y. Les critères artistiques, on va dire, ça va être quelque chose d'un peu original. Quand je dis original, c'est pas non plus le truc qu'on n'a jamais vu, mais c'est vrai que je préfère des choses plus personnelles, même un peu plus brouillon. C'est pas grave, mais le machin qui ressemble à ce que fait tout le monde, franchement, ça me plaît pas. Ça, c'est un goût personnel et c'est que le côté artistique. Après, tout le reste, plein de choses. Je suis évidemment arrêtée par la publication dans laquelle je travaille, c'est-à-dire qu'il y a des choses moi que j'aime bien qui sont très underground que je pourrais pas faire passer. Donc je reçois parfois des books vraiment intéressants, hein, mais absolument pas pour nous. Donc je prends la peine généralement de répondre aux gens. C'est toujours un peu embêtant quand on dit non, mais d'expliquer pourquoi, parce que et puis ça m'est arrivé que ces gens-là me disent mais je pourrais faire autre chose, et ça m'embête aussi de leur dire bah ouais, fais autre chose, parce que non, si c'est ton style, garde ton style, il est bien, il est pas pour moi, mais c'est pas parce que moi je dis non qu'il est pas bien. Moi, il marche pas dans ma publication, qui est un truc économique et juridique, mais en revanche, à d'autres endroits, ça fonctionnerait très très bien. Donc, il faut continuer. Quand on a un style, il faut le garder. Il faut pas s'arrêter à une publication qui a dit non. Ça, c'est un peu bête. Et puis après, il y a d'autres critères, mais qui arrivent quand on a déjà travaillé 1 ou 2 fois avec les gens, qui sont là beaucoup plus pragmatiques. L'illustration de presse, c'est un peu spécifique. C'est pas de l'illustration pour des galeries. On fait pas que du beau. Il faut qu'il y ait du sens. C'est pas un travail forcément évident. Il y a des gens qui y arrivent très bien. Il y en a d'autres qui ont plus de mal, qui font des choses très jolies, mais qui vont pas réussir à accrocher tout de suite l'idée, le petit décalage. Et donc, c'est vrai que je travaille plus facilement aussi avec des gens avec qui j'ai déjà travaillé, qui eux ont tout de suite ce truc-là. Et c'est pas forcément des gens plus capés que d'autres. Il y a des gens qui l'ont et puis il y en a qui ne l'ont pas. Ça dépend vraiment, je pense, des sensibilités. Et puis, évidemment, alors ça c'est toujours le truc un peu compliqué, les gens qui respectent les délais, parce que dans la presse, encore moi ça va, j'ai pas des délais trop courts, ça arrive, mais c'est assez rare. Mais il y a des délais et on sait que certains auteurs ont du mal. Donc ceux-là, même quand on les aime beaucoup, on se dit, lui, je l'aime bien, mais je vais pas le prendre parce que là j'ai peur qu'il me plante. Oui. Voilà, c'est tout bête. Quelles sont tes contraintes, toi, en tant que directrice artistique? Les choses que tu dirais, genre, à mes illustrateurs, sachez que moi, de l'autre côté, j'ai ça et ça et ça, à quoi je dois faire attention, quoi. Bon, je pense que c'est pas à moi de leur imposer mes contraintes. Les seules que je peux leur imposer, c'est les délais, parce que de toute façon, ça, pour le coup, je peux vraiment pas aller au-delà. Toutefois, évidemment, il m'arrive de mentir. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui je travaille, je sais qu'ils sont toujours en retard. Donc, je leur mens sur la date. Ah. Mais je pense qu'ils savent ça. Oui. Alors, j'essaye de mentir intelligemment, mais bon, c'est pas toujours le cas. Mais enfin, généralement, je suis pas plantée. Ensuite, non, j'ai pas envie de poser de contraintes particulières. Je sais que souvent, les auteurs, quand on n'a pas encore beaucoup travaillé ensemble, ils me disent « Ah, mais tu voudrais quelle couleur ? Quelle dominante de couleur ?» Ça, j'aime pas qu'on me demande ça, parce que fais-toi plaisir. De toute façon, moi, je t'envoie la page, tu vois bien à quoi elle ressemble. Soit t'as envie de faire un truc qui va détonner, soit t'as envie...
Si je te fais confiance pour ton dessin, c'est pas pour que je vais pas te dicter ce que tu dois faire. Ça, j'aime pas du tout faire ça. Dire alors là, tu vas mettre la main un peu plus en haut, le pied plus à gauche et la tête du bonhomme rouge. Oui, Non, chacun son sauf job. sauf si vraiment il y a un souci de fond, mais la forme, elle appartient à l'illustrateur et c'est à lui de la contrôler du début à la fin. Il y a juste le problème de sens qui peut me faire réagir et dire bah non, là on peut pas tout à fait faire tel personnage mais le look, ça c'est pas moi normalement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que tu penses de cette citation? J'avais lu ça quelque part, ça m'avait beaucoup aidé. Il disait que 3 qualités qu'un illustrateur devrait avoir, mais si tu n'en as que 2 sur les 3, ça va quand même. C'est être sympa, bien travailler et rendre à l'heure. Et de fait, s'il nous manque un des 3, supposons que tu rentres toujours en retard, mais tu fais du super boulot et t'es super agréable, ça passe. Bah oui, on en connaît. Voilà. Ou supposons que tu fais un boulot normal, mais t'es super sympa et tu rentres toujours à l'heure, ça passe. Et puis si t'es toujours désagréable, mais que tu rentres toujours à l'heure et que le travail est super, ça passe. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est assez vrai dans la plupart des métiers. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Et j'entends souvent que travailler dans la presse c'est prestigieux, mais que ça paye pas beaucoup. Et du coup, selon toi, pourquoi est-ce que les budgets sont si limités? Et selon toi, quelle est l'équation économique pour qu'on puisse gagner sa vie en faisant ça, tu vois? Alors là, vraiment, je maîtrise pas ça. C'est certain que travailler dans la presse en tant qu'illustrateur. Oui, bien sûr, oui, spécifiquement. Oui, c'est difficile parce que la presse c'est un domaine qui va pas bien. La presse papier, ça paye plus. Ça a eu payé, comme disait. C'est vrai? Oui, ça a été pendant assez longtemps rémunérateur, mais c'est plus le cas. C'est plus le cas parce que les gens achètent moins de journaux, papier, moins de magazines. Est-ce que c'est parce que la qualité des magazines a baissé aussi? C'est possible. C'est possible parce que la façon de le faire a changé aussi et que malgré tout un lecteur il a besoin d'en avoir pour son argent, donc il va pas acheter quelque chose qui ne soit pas sur lequel il n'est pas un retour sur investissement. Et on a tendance aussi à l'oublier quand on fait des magazines. Là, je parle en rédaction en chef, à penser qu'on a un lecteur au bout et que on peut pas juste se faire plaisir en disant oui, bah tel sujet, je le maîtrise, je l'ai fait 10 fois, je vais le faire 15 fois. Oui, mais le lecteur, lui, il va pas le lire 15 fois, ça l'intéresse pas. Lui, il veut apprendre des nouvelles choses, il veut être intéressé parce que le lecteur, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. C'est aussi les gens qui font les journaux qui sont les lecteurs. Et ouais, les gens qui font les journaux ont parfois un peu de mal à se rappeler de ça. Ils pensent que les lecteurs sont juste des consommateurs. Non, un lecteur, c'est quelqu'un qui a un cerveau et qui l'utilise. Il n'achète pas un magazine juste parce qu'il a vu une couve qui était rouge. Il achète un magazine parce que généralement il l'a feuilleté ou qu'il le connaît ou qu'il voit quelque chose qui l'intéresse. Il va même pas l'acheter pour l'illustrateur qui est joli, hein. Un livre à la limite on peut l'acheter parce qu'on trouve un livre pour enfants, la couve est jolie, mais un magazine on l'achète pas parce qu'une couve est jolie, on l'achète parce qu'on est intéressé par le contenu. En plus c'est quand même un peu cher un magazine, c'est du jetable et c'est cher, donc alors oui, tu disais ça paye plus, bah ouais, non seulement ça paye plus mais ça paye mal, c'est-à-dire que la difficulté aussi pour les illustrateurs et les photographes, c'est de se faire payer à temps. Ça c'est un vrai souci. Enfin il y en a deux, hein. Il y a celui de se faire payer à temps et on connaît les magazines qui payent mal et les journaux et c'est terrible parce que en plus souvent les plus prestigieux se permettent de pas être très. C'est fou ça quand même. Ouais. C'est fou. Ça dépend. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pour quelle raison. Je sais que moi en arrivant ici dans le groupe Figaro, j'étais un peu fâchée parce que j'ai essayé d'expliquer que les illustrateurs ou les photographes, ils sont traités comptablement comme des fournisseurs. Et je disais mais pourquoi ils sont pas comme des auteurs? Et non, c'est des fournisseurs, donc on leur applique les mêmes règles que des fournisseurs, mais que les fournisseurs de fournitures, c'est-à-dire de papier, de stylos, des grosses boîtes. Et je disais oui mais là c'est des indépendants, c'est des gens, si on les paye 3 mois après, eux, ils ont rien à bouffer pendant 3 mois. Ils ont pas un fonds de roulement, ils ont pas du stock, ils vendent pas des choses qu'ils ont comme ça, ils ont une pile de dessins et puis tiens, je t'en vends 2. Non, eux, ils travaillent à la commande. Donc faut les payer rapidement.
faut pas attendre le temps qu'on a pour payer les fournitures de bureau. Et ça, malheureusement, c'est pas du tout entendu. T'as pas réussi à faire bouger les choses? Non. Malheureusement, non, j'ai pas le poids nécessaire. Ouais. Mais ouais, c'est un vrai sujet, les retards de paiement et les tarifs qui sont de plus en plus bas, ouais. Ouais. Je suis pas sûre qu'il y ait, j'ai pas de. Non, mais si tu veux, tu vois, tu me demandais tout à l'heure que je travaille majoritairement dans la presse, c'est vrai. Et je fais aussi un peu de com, un peu de pub, un peu d'édition. Et un truc que j'ai observé, donc moi, je poste depuis 2013 majoritairement pour la France, et j'ai quand même remarqué que en France, il y a une sorte de prestige lié à l'édition et la presse, justement. Quand j'ai sorti un bouquin, tout le monde m'a félicité comme si je venais de devenir papa, quoi. Et quand j'ai bossé, prenons pour 21 ou pour Télérama, là aussi on m'a grave félicité. Et c'est vrai, c'est grisant, hein, j'aime énormément ce jeu-là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que la réalité économique derrière, elle est méconnue. Ça fait rêver beaucoup de gens, comme tu disais, il y a beaucoup de demandes, peu de place, etc. Et parfois en rigolant, quand on discute avec d'autres illustrateurs, on se dit que on veut faire de la presse et de l'édition pour développer sa voix d'auteur, et on fait de la com et de la pub pour bouffer, quoi. Et on vend un peu notre âme au diable, on fait des grandes campagnes pour des grosses marques, etc. On a beaucoup moins de liberté. Et c'est un peu, j'ai l'impression, l'équation, le jeu qu'on essaie. Mais je me demandais du coup si toi t'avais, tu vois, un autre point de vue, quoi, si t'avais. Non, je sais que c'est comme ça. Après, j'ai pas d'idée sur comment faire bouger ces choses-là. Je sais que c'est évidemment des choses sur lesquelles on se bat. J'en parlais justement avec Claude il y a pas si longtemps de l'autre souci qui est la revente des droits au web, la compréhension même de la notion de droit d'auteur. Les gens avec qui les auteurs travaillent ne connaissent pas très peu de personnes connaissent les notions de droit d'auteur. On pense qu'une image, une fois qu'elle est faite, eh bien, elle appartient à la personne qui la reçoit, alors que non. Les règles qui s'appliquent à la photographie sont les mêmes que celles qui s'appliquent à l'illustration. Quand on écrit un article, quelqu'un ne peut pas le reprendre comme ça à son compte. Et ça, les gens qui font de la presse, ils le comprennent bien. En revanche, pour l'illustration, ils expliquent c'est bon, le dessin, il est fait, donc on peut le reprendre. Alors, c'est difficile de leur expliquer, mais non, mais il faut le repayer. Oui, mais pas cher alors. Ça dépend. Tu veux l'utiliser sur quoi? Oui, mais on va l'utiliser pour faire notre pub. Là, c'est très cher. Et toutes ces règles-là, je sais pas s'ils les comprennent vraiment pas ou s'ils font semblant de pas les comprendre, tu vois. Je sais que partie intégrante de mon travail, il y a une sorte de pédagogie ou de vulgarisation de mon métier. Moi, je fais pas des factures, je fais des notes d'auteur et expliquer ce que t'as dit, genre les droits, mon illustration, si elle va être utilisée pour une affichette pour le boucher du coin, ou ça va être une campagne nationale dans les transports en commun de toute la France, c'est pas le même prix. Bah oui. Mais moi, je me souviens quand j'étais aux études, j'avais une prof de graphisme qui me disait si je fais le même dessin pour un petit commerce ou pour BMW, pas le même prix. Évidemment. Mais moi, avec mes petites oreilles d'étudiant, je disais mais je comprends pas, c'est le même boulot. Ouais. Et je pense qu'il y a un petit souci d'éducation des auteurs. Moi, je comprends, hein, c'est très difficile. Tout le monde travaille tout seul dans son coin. Quand il est auteur, t'es tout seul, tu factures tout seul. L'argent, tu l'as, t'es content quand tu l'as, donc t'es prêt à faire plein de concessions. C'est très difficile de dire n'en faites pas trop, parce que évidemment il y a la peur derrière de plus avoir de boulot. C'est clair. Et c'est comme ça aussi, je pense, dans pas mal de métiers, c'est-à-dire se dire ah bah oui, mais si je demande pas, si je suis trop gourmand, bien sûr il y a des budgets qu'on peut pas dépasser, mais tout de même, moi il me semble que les auteurs ils devraient, même si c'est compliqué, systématiquement sur leur facture rappeler la loi que au-delà de 45 jours, eh bien il y a des pénalités. Les demander. Après, en effet, c'est compliqué parce que moi, je sais que je trouve ça normal. Je sais qu'il y a aussi d'autres directeurs artistiques qui vont ne plus travailler avec ces gens-là parce que oh là là, un tel, il m'emmerde, il râle à chaque fois qu'il est pas payé à l'heure. Bon. Mais c'est difficile. C'est un sujet. Je sais pas. Je sais qu'il y a des collectifs qui se sont montés d'auteurs. Oui. Pour faire valoir tout ça, je pense que c'est une bonne chose. Il y a la charte des auteurs illustrateurs notamment qui défend beaucoup nos droits. Et j'aimerais qu'ils aient du poids parce que c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'on va arriver en effet à
à une destruction de ce métier, comme il y a eu la destruction de la photo avec les agences de photos dites gratuites. Alors c'est pas gratuit, mais c'est vrai que t'as des photos, elles coûtent 5 € maintenant, et t'en as des milliards. Donc pourquoi aller payer un photographe, à part pour faire un portrait? On prend plus de photos, quasiment. On paye plus de photographes. Eh ben, ce danger-là, il arrive aussi sur l'illustration. Mais si c'est un bateau qui coule, pourquoi tu continues? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est parce que quand on aime ça, c'est impossible de pas. J'imagine que tu demandes à un acteur, mais t'as jamais fait un grand rôle, pourquoi tu continues à jouer? Bah, si c'est le truc que t'adores faire, c'est compliqué. Pareil pour un musicien. Bah oui, t'as jamais vendu de disque, pourquoi tu continues à faire de la musique? Bah parce que ça me fait vibrer. Ouais, c'est vrai, complètement. Non, mais c'est au-delà de nous, quoi. Ça nous dépasse. Mais oui, tu peux pas ne pas le faire. Moi, je me verrais pas vendre des petits pois dans une usine. Pourtant, c'est très bien de faire ça, mais c'est pas ce qui me plaît. Dans 10 ans, tu te vois où? J'en ai pas la moindre idée. Mais c'est vrai que régulièrement, je me dis qu'est-ce que je fais encore là? Je suis pas forcément toujours heureuse. Mais ce côté-là avec l'illustration, moi, ça m'apporte une grande joie personnelle. C'est ce qui fait que j'ai pas envie de lâcher ce boulot. Après, le reste m'intéresse beaucoup moins. Hein. Parlons-en de cette joie. Tu sais, quelle est cette joie que t'apporte l'illustration, de travailler avec des illustrateurs, de voir de belles images? C'est difficile d'expliquer ça. Mais comme quand on va dans un musée, c'est pourquoi on y va, parce que c'est plaisant d'être, parce que ça nous fait vibrer, ça nous fait, on ressent des choses. J'ai conscience que c'est une question abstraite. Hein. Oui, et puis je pense que c'est difficile de donner une réponse concrète et froide. Non, c'est sûr. C'est impossible à expliquer pourquoi des gens aiment aller au cinéma, pourquoi des gens. Mais je sais, tu vois, par exemple pour moi en tant qu'illustrateur, quand je produis une image et ou quand, prenons, tu m'appelles et t'as une commande et quand j'arrive à vulgariser, quand j'arrive à communiquer exactement ce que tu veux que je communique, ce que l'article veut communiquer, j'éprouve personnellement une véritable satisfaction, un véritable plaisir, la fierté d'avoir réussi à synthétiser dans une belle image. Et je sais que moi, j'ai une sorte d'obsession de la communication, de la traduction, qu'elle soit visuelle, écrite, orale. J'ai vraiment ce besoin de traduire. Et l'illustration, pour moi, c'est magnifique, quoi. Voilà, moi, je sais que c'est quelque chose qui, je sais que je dessine pas 8 heures par jour. L'illustration, c'est qu'une petite partie. Il y a la promotion, il y a le démarchage, il y a le côté administratif, il y a rencontrer du monde, il y a travailler son réseau, il y a plein de choses. Mais je sais que si je n'ai pas dessiné quelque chose dans la journée, il manque quelque chose. Je me sens pas bien, quoi. Et je sais que ça fait partie de ce qui me motive, tu vois. C'est une sorte de respiration, comme un muscle à travailler. Voilà. Moi, je pense que si je faisais pas de l'illustration, je me demande si directeur artistique, c'est pas quelque chose qui m'aurait intéressé. Ah bah, tu produis pas. Enfin, si, mais pas la même chose. Tu produis pas. Mais tu rencontres plein de monde. Ouais, ça c'est. Et ça doit être passionnant, quoi. Ouais. Puis tu rencontres des gens que t'admires, puis des gens dont t'as vu le travail et tu te dis ah bah tiens, il ressemble à ça, c'est marrant. J'aurais pas du tout imaginé ce genre de personne. Ouais, c'est plaisant. C'est plaisant, j'imagine, comme, je sais pas, être critique ciné et rencontrer les acteurs, c'est... Tu trouves ça grisant, toi? Ouais, assez, parce que je rencontre des gens que j'admire, enfin, dont j'admire le travail. Après, je les admire pas en tant que personne, je les connais pas. Mais, ouais, c'est sympa. Des fois, je rencontre des gens dont j'ai des tableaux à la maison. Waouh. Ah, c'est cool. et du coup, ça te fait, quels sont certains de tes plus beaux souvenirs, tu sais, de collaboration où tu as pu approcher quelqu'un, tu sais, genre peut-être timidement en disant bon, est-ce qu'il ou elle voudra travailler avec moi? Et finalement, ouais, est-ce que tu as des histoires comme ça? Alors non, j'ai pas travaillé avec des grandes stars. Qui y a comme grande star? Attends. C'est pas obligé de stars, hein, mais... Non, mais il y a des gens avec qui je travaille parce que je les connais depuis que je suis gamine et je suis super heureuse de voir où ils sont arrivés parce que c'est des super illustrateurs et on se connaît depuis qu'on est petit, quoi. Donc c'est mon copain Jean-François Martin. Voilà, je le connais depuis que je suis gamine. Pas du tout de métier. On était mômes, on allait au même concert. Enfin, on bande de copains. C'était un des meilleurs copains de mon amoureux, tout ça. Enfin. Et
Maintenant, je me dis là où il est, c'est vachement bien. Et de temps en temps, je le fais travailler. Et les gens me disent tu fais travailler. Et j'ose pas. Ah oui, non, mais lui, c'est pas parce que je suis quelqu'un de formidable, c'est parce que je le connais depuis qu'on est gosse. Bien sûr. Et Ouais. d'ailleurs, je le fais pas souvent travailler parce qu'il est jamais dispo. Il rentre toujours hyper en retard. Jean-François, si tu écoutes. Oui. Mais non, des rencontres, c'est pas tellement dans le cadre du boulot que j'en ai fait. Tu vois, ouais, j'avais rencontré Ungerer, c'était un grand moment, et c'était pas du tout pour le faire. Jamais j'aurais osé lui demander de travailler pour moi. Mais d'abord, je suis pas sûre qu'il l'aurait. Enfin, dans ce genre de magazine, c'était pas son truc. J'avais rencontré Topor aussi, Wow. qui habitait pas, enfin, qui venait chez Arabal, qui habitait pas loin de chez moi. J'étais copine avec la fille d'Arabal, et c'était ouais, j'étais dans mes petits souliers. Hein. Enfin, il y a des gens comme ça, ouais, que j'ai rencontrés et c'est impressionnant. J'avais rencontré Pierre Le Tan aussi. J'ai jamais osé lui demander de dessiner un truc parce que pareil pour moi c'est un des Du coup, les dieux de très l'illustration, grands. Ouais, tu je sais leur pas si demandes c'est pas. Dieu, mais oui, je me sens trop petite quoi. Ouais. Ouais. Tu continues de découvrir des illustrateurs. Et puis au fur et à mesure, tu te dis ah tiens lui ou elle. Ouais, je continue à en découvrir. Évidemment, je regarde beaucoup les réseaux sociaux, Instagram. J'ai découvert plein de gens. Il y a plein de comment ça s'appelle MyBook, non, c'est pas MyBook. Ultrabook. Ultrabook. Ouais. J'ai découvert pas mal de gens sur Ultrabook Ah d'accord. qui étaient pas connus. Ouais, je passe mon temps à regarder des choses. À tomber sur des trucs vraiment sympas. Après, j'ai pas forcément travaillé avec tout le monde parce que les disponibilités, parce que finalement, moi, j'ai pas tant de pages que ça chaque mois. Donc, C'est vrai. Oui c'est vrai. il y a plein de gens à qui j'ai dit oui, on va travailler ensemble, puis on n'a pas encore travaillé ensemble. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que il y a beaucoup de monde et puis que un, t'es pris par le quotidien, et puis deux, t'as pas toujours le sujet où tu dis tiens, un tel, ça serait bien, une telle, ça serait sympa sur tel truc. Donc voilà, c'est aussi des opportunités. Hein. Mais oui, tu rencontres des gens assez Moi assez marrants. j'aime trop ça quoi. Et puis ce qui est super, c'est de connaître l'œuvre, les dessins. Ouais bien Et sûr. puis tout à coup, tu vois une tête. Et alors, moi, je suis un peu timide quand même. Et puis tout à coup tu te retrouves à faire une interview avec l'une de ces personnes. Oui, mais ça c'est parce qu'il me l'a demandé, parce que Ah moi, oui. j'aurais jamais dit que je voulais faire ça. Non mais je sais que moi le côté rencontrer les gens, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et je trouve que si je peux appeler ça la communauté des illustrateurs, c'est quand même un groupe de personnes relativement bienveillants et qui est très agréable. Je trouve ça super chouette de rencontrer les gens pour de vrai. Ouais, et puis c'est vrai que c'est l'avantage de ce type de métier, c'est que c'est toujours des rencontres dans des endroits un petit peu festifs. On se rencontre dans des vernissages, il y a toujours un coup à boire. Donc c'est pas des rencontres à des congrès ou donc c'est quand même assez sympa. Même si c'est vrai que parfois, on rencontre les gens. Tiens, la semaine dernière, j'ai rencontré Matt Roussel, qui fait entre autres, mais de la gravure sur bois magnifique et des lithos formidables, et sa femme, qui elle aussi est une artiste. Et là, je les ai rencontrés dans un salon d'art contemporain, et c'était vachement sympa aussi, Tu m'étonnes. même s'il n'y avait pas des coups à boire. Ouais. Ouais. Moi, je me rappelle lors d'un vernissage avoir croisé Thomas Bass. Ouais. Tu connais sûrement. Ah ouais. Et alors, c'est trop drôle parce que je suis passé à côté de lui dans la rue. Je me suis retourné, j'ai fait Thomas Bass. Et il m'a dit oui. Je fais on doit vous le dire tout le temps. Il fait non. Enfin, il dit dans le contexte d'un vernissage, ça m'arrive de temps en temps, mais non. Quand je vais à la boulangerie, on se retourne pas sur moi, quoi. Et mais c'est sûr que dans ce sorte de microcosme, on connaît un peu les gens et puis c'est super agréable de les rencontrer, et de discuter ensemble. Ce qui me pousse aussi à faire ce podcast, hein, se rencontrer Ouais, du ouais. monde. Ouais, non, et puis c'est vrai que c'est sympa oui, enfin moi je connais pas les têtes des gens. En plus, j'ai vachement mal à reconnaître, j'ai un problème de je reconnais pas facilement les visages. Donc je connais pas la tête des gens, je vais pas sur Google pour voir la tête qu'ils ont, etc. Donc
Je connais en revanche bien les dessins. Un dessin, je peux le reconnaître très facilement. Un visage, pas du tout, mais alors un dessin, il n'y a pas de problème. J'ouvre des magazines régulièrement où mon mari il est en train de lire un truc et je dis ah c'est un tel. Et oui, bien sûr, je reconnais le trait. On a l'habitude. Ouais, complètement. Ouais, donc ça paraît assez évident. Mais je serais incapable de reconnaître la personne. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir des vernissages parce qu'au moins on dit c'est bidule. Ah d'accord. Parce que sinon tu sais pas qui sont les gens. Ouais. J'avais encore une question qui me titillait, c'est le côté mission pour décrocher un travail. C'est-à-dire que pour trouver le nom du directeur ou de la directrice artistique, il y a leur nom dans les ours des magazines, parfois ils ont des sites internet, parfois ils sont sur les réseaux sociaux, parfois il faut demander à un copain, t'as pas l'adresse mail de machin, machine. Et puis réussir à entrer en contact et d'avoir une réponse. Je sais que tu réponds. J'essaye. Mais tu sais, genre, juste, je trouve que il y a tout un parcours pour essayer de trouver le nom de la personne. Et une fois que tu as le nom, ça te garantit rien parce que tu écris à la personne pour lui dire bonjour, je m'appelle Jérémy, je fais ceci, je fais cela. J'aime beaucoup ce que vous faites, j'aimerais bien travailler avec vous. T'es même pas sûr d'avoir une réponse. Je sais que les directeurs artistiques et les directrices sont pas malveillantes, genre elles ont du travail jusqu'au plafond, mais c'est pas évident, tu vois, de se dire genre waouh, tout ça pour juste espérer avoir un boulot. Je me dis c'est incroyable quand même. Ouais. L'effort qu'on met pour essayer de décrocher un contact et du coup ouais, je me demandais qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité selon toi vu que tu es de l'autre côté de la commande. C'est assez étrange, c'est-à-dire que on reçoit des choses, on reçoit des books. D'abord, il n'y a pas toujours la possibilité en plus, alors ça va déjà dépendre des magazines. T'as des magazines où il y a très peu de dessins et puis d'autres où il y a beaucoup de dessins. Quand il y a beaucoup de dessins, t'as déjà un peu plus de chances d'être contacté que dans ceux où il y en a qu'un par mois ou qu'un tous les 2 mois, tu vois. Donc il y a ça. Et puis après, derrière la réalité, c'est aussi que tu reçois beaucoup de choses. Donc faut que tu trouves un peu le temps pour trier alors que t'es évidemment pris dans toutes tes autres tâches un peu moins fun. Donc une fois que tu as trié, que tu as répondu, faut que tu aies la place à mettre dans ton magazine, à offrir. Donc ça aussi, c'est encore une autre étape. Et puis, il y a quand même cette chose de... Quand on voit un book, c'est vraiment pas évident pour le directeur artistique, quand il connaît pas la personne, de savoir est-ce que je vais donner suite ou pas. Et il y a plein de petites choses qui font que ça marche ou pas et qui sont pas toujours très logiques. Il va y avoir, par exemple, moi je sais que j'ai du mal quand il n'y a pas de cohérence. Et ça arrive très souvent et c'est dur parce qu'il y a pas mal, souvent des jeunes auteurs qui envoient un book et puis il y a 6 styles différents dans leur book. Il y a 12 images de 6 styles différents. Et t'es embêté parce qu'il y a une image qui te tape dans l'œil et tu te dis ça c'est vachement bien, mais le reste j'aime pas trop. Et tu te dis merde, moi je vais lui dire alors tu me fais un truc mais dans le style de ça. Ça se trouve il a utilisé ce style-là parce que il avait envie de tester un truc. Donc le manque de cohérence dans les styles, je sais qu'il y en a beaucoup, surtout chez les jeunes, ils aiment montrer qu'ils savent faire plein de choses différentes. Du dessin à langue de Chine et puis donc avec des formes un peu jetées comme ça et puis un truc beaucoup plus au rotring avec des immeubles, des petits trucs hyper léchés et puis après une huile et après un truc un peu trame. Ah ouais, mais toi t'es emmerdé comme directeur artistique parce que t'aimerais mieux que tout soit dans le même style pour pouvoir te dire ah bah ouais bah voilà je vois alors quand c'est quelqu'un qui fait pas trop de personnages, mais qui fait des ambiances. Tiens, ça c'est quelqu'un qui aime bien apparemment dessiner des personnages, qui fait vachement de détails, et ça t'aide, toi, en tant que directeur artistique, à dire bah voilà, je vais prendre un tel parce que là j'ai un sujet où j'ai besoin de représenter une foule. Bah je vais plutôt pas prendre celui qui fait que du dessin d'archi. Pour autant, celui qui fait que du dessin d'archi, ça se trouve, il dessinerait très bien une foule. Tu vois. Alors ça c'est vrai que mais c'est vraiment lié à notre boulot. Nous, on doit trouver une place dans une page sur un sujet très précis, et donc on a besoin dans un bout, de voir déjà l'image qu'on a un peu en tête, même si elle sera pas comme ça, mais on a déjà forcément un peu une image en tête. Donc la cohérence, ça c'est un des problèmes. Et après, il y a un autre truc qui est un peu dur, c'est qu'évidemment, c'est plus difficile de choisir quelqu'un qui a jamais travaillé que quelqu'un qui peut présenter des choses. Et après, évidemment, quelqu'un qui a présenté des choses dans un magazine prestigieux, c'est encore mieux. Alors, bah oui, c'est comme partout. Plus on a d'expérience, plus c'est facile.
Le problème étant d'arriver à avoir cette expérience. Donc tu dirais que toi, si tu tombes sur un débutant, mais qui fait du bon boulot avec son portfolio et cohérent, ça va beaucoup plus te sécuriser. Moi, je travaille avec des débutants parce que j'aime bien ça, mais tu vois, typiquement, dans mon magazine, j'ai différentes sections. Je vais avoir des endroits où il y a des dessins qui ont de l'importance, une couve, une enquête, des choses avec des dessins qui sont vraiment des gros dessins et qui ponctuent vraiment l'article. Ça, je vais pas le confier à un débutant parce que je le connais pas, parce que je sais pas ce qu'il va me faire et que si je me plante, je plante l'article. Donc ça, c'est un problème. Donc je vais pas le confier à un débutant. En revanche, j'ai la chance dans le magazine d'avoir plein de petites zones où il y a des choses moins importantes, des choses qui n'ont pas un gros impact et où si on se plante, c'est pas très grave. Et souvent, je fais travailler les illustrateurs débutants dans cette section-là. Et puis après, ils le savent pas forcément, mais ils montent. Alors ils commencent par les petits crobards juridiques et puis ensuite c'est j'ai vu que idée, réalisation, rapidité, ça match. Allez, je te colle sur un truc un peu plus prestigieux. Enfin prestigieux, ça se voit pas, c'est payé les mêmes tarifs parce que c'est souvent au format, mais oui. Et puis on fait travailler aussi pour ça ceux qui captent tout de suite une idée, qui vont proposer tout de suite le truc pas mal. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Donc voilà, le débutant, tu lui files pas tout de suite ta couve, même si tu trouves que ce qu'il fait est très joli. Ouais. Tu le surveilles. Parce que ça fait peur. Oui, c'est pas que tu le surveilles, tu le testes. Il doit faire ses preuves. C'est vrai. Hein. Mais j'ai un ami qui disait ça. Il faut les directeurs artistiques, ils prennent un risque à chaque fois qu'ils vous prennent. Donc il faut que vous prouviez en amont que vous savez le faire. Je sais que notamment mon projet de zine que t'en as eu un, pour moi c'était prouver que j'ai écrit moi-même mes propres articles et je les ai illustrés dans un style un peu éditorial. Et du coup c'était je vais créer un projet de A à Z pour vous prouver, pour vous montrer que je sais le faire. Et c'est parce que un directeur artistique qui regarde comme tu dis le portfolio un peu disparate et tout, il sait pas, il prend un risque. Mais du coup, ça demande une énergie en amont. Ah oui, c'est énorme. Non rémunérée, entre guillemets, de la part de l'artiste, de prouver qu'il sait le faire. Après, évidemment, ça paye quand on t'appelle, quand t'as des commandes, mais... Oui, et puis au bout d'un moment, quand t'as des belles commandes, en effet, Télérama 21, la vie est beaucoup plus facile. Parce que le suivant, le directeur artistique suivant, il se dit, c'est bon, je suis tranquille, c'est quelqu'un qui sait bosser. S'il a bossé avec ces gens-là, c'est que il va pas me faire n'importe quoi. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Cool. Écoute, toute dernière question pour terminer. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut percer dans l'illustration presse. Oh la vache. Un seul conseil. Ou 10. Non, mais ça serait un peu présomptueux parce que je sais pas pour quelle raison quelqu'un va percer. Je dirais comme pour tout, c'est la curiosité évidemment, c'est-à-dire de regarder ce qui se fait, de se demander. Mais normalement c'est un réflexe acquis par tous les illustrateurs parce que c'est ce qu'on fait quand on fait ses études ou pour ceux qui n'en ont pas fait c'est aller visiter des musées, des machins. Là c'est pareil, si tu veux faire de la presse, faut que tu connaisses la presse, c'est-à-dire qu'il faut que tu bouffes du magazine, faut que tu regardes toutes les choses. Généralement il y a une cohérence quand tu regardes Le Monde, ça reste toujours un peu le même type de choses. L'Obs pareil, chez nous, pareil. Il y a toujours une cohérence. Et là, tu te dis, voilà, je vois tel endroit, ce qu'ils font, faut le faire comme ça. Oui. Être passionné, en fait. Faut tout regarder, tout savoir, quoi. Tout savoir, non, mais il faut s'intéresser, faut être curieux. C'est sûr que si tu te lances dans la presse en disant, j'en ai jamais fait, je sais pas ce que c'est, et j'ai jamais ouvert un mag, ça va être compliqué. Je m'intéresse, je lis beaucoup de choses sur internet. Ouais, mais non, il faut que tu feuillettes du magazine. Je me souviens quand je me suis lancé, j'allais dans les librairies, je prenais tous les magazines, je les feuilletais, je regardais s'il y avait des illustrations, je prenais les noms des DA, je prenais des photos. Parfois j'avais des soucis avec le libraire qui me faisait qu'est-ce que vous faites et tout. Je dis je suis illustrateur et tout. Sortez de mon magasin. Enfin genre ça va mais donc la curiosité quoi. Bien sûr, mais comme dans beaucoup de métiers, il faut se renseigner sur l'endroit où on veut travailler. Sinon, on va avoir du mal. Ça paraît évident, à moins d'être un génie.
C'est clair. Et encore, je suis même pas sûr que les génies s'en sortent sans travail. Ouais. J'y crois pas. Non, moi non plus. Mais écoute, Edith, merci beaucoup pour ton temps. C'était hyper cool de discuter avec toi. Donc, merci beaucoup. Bah de rien. C'était ma discussion avec Edith Vallon. Merci encore Edith pour ton temps. Je suis sûr que cette interview en intéressera plus d'un. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le lui dire. Edith est présente sur Facebook ainsi que sur le compte Instagram du particulier @leparticulier_ilu. Merci également à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Adrien est un batteur, un musicien et un bidouilleur de talent, donc allez le suivre sur les réseaux sociaux @AdrienGuy_musique en un seul mot ou sur sa page SoundCloud. Le lien dans les notes de cet épisode. Si vous aimeriez être tenu au courant des nouvelles actualités de ce podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter majoritairement, à vous abonner sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre application de podcast et à me laisser un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Enfin, il paraît, j'avoue, avant de lancer ce podcast, je ne laissais jamais d'avis sur iTunes. Donc je suis comme vous, j'apprends en même temps. Un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait d'ailleurs. Et si ça vous gaffe de me donner des petites étoiles, vous pouvez toujours liker ou partager cet épisode. D'ailleurs, si vous avez des commentaires ou juste pour me dire bonjour, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse se trouve dans les notes de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode un petit peu différent. En attendant, bonne journée à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.